Le 14 avril 1912, le Titanic heurte un iceberg. 2 ans plus tard, le 28 août 1914, l'Empress of Ireland est heurtée par un charbonnier norvégien. Le naufrage de l'Empress of Ireland coûtera plus de vies humaines en termes de passagers que le Titanic. Pourtant, ce désastre est vite tombé dans l'oubli. Laissez-moi vous ramener dans le passé et vous raconter cet incident. L'Empress of Ireland quitte le port de Québec à 16h27 le 28 août 1914 avec 1477 personnes à son bord. Elle relie le Canada, plus précisément la ville de Québec, à Liverpool en Angleterre. Il s'agit de son 192e voyage et de sa 96e traversée de l'Atlantique. 3 minutes plus tard, le Storstad, un charbonnier norvégien, prend lui aussi les voiles, chargé de charbon. La compagnie de chemin de fer canadienne Pacific, ou CPR, est une compagnie maritime qui rivalise avec la White Star Line, propriétaire du Titanic, ainsi qu'avec la Cunard. Elle possède les navires jumeaux, l'Empress of Britain et l'Empress of Ireland, qui ont des caractéristiques identiques. Chacun mesure 170 mètres de long, 20 mètres de large et 11,2 mètres de profondeur. L'Empress of Ireland transporte des passagers du Canada à l'Angleterre en les séparant en 3 classes économiques, la norme à l'époque. Au moment de la traversée, le capitaine est Henry George Kendall, qui est en charge de ce navire depuis seulement quelques semaines. Lors du départ, il y a 1057 passagers, 420 membres d'équipage et 16 mécaniciens à bord. Le Storstad est un navire charbonnier norvégien qui assure le transport de charbon donc entre la Grande-Bretagne et le Canada. Ce cargo mesure 134 mètres de long, 17 mètres de large. Son étrave, la partie avant du bateau, est conçue pour fendre la glace et ainsi le protéger dans les eaux gelées du nord. Au moment de la traversée, le capitaine est Thomas Anderson, capitaine du Storstad depuis 1911. Son premier officier, Alfred Toften, ou Toftenes, je ne sais pas trop comment ça se prononce, est lui aussi à bord depuis 1911. Il est aux commandes du charbonnier au moment de la collision. Le Storstad transporte 11 000 tonnes de charbon et remonte le fleuve tandis que l'Empress le descend. Depuis le naufrage du Titanic, survenu 2 ans auparavant, de nombreuses règles de sécurité ont été instaurées. Les cloisons étanches sont désormais longitudinales et se ferment manuellement. Le nombre de canaux de sauvetage est suffisant et des chaloupes repliables sont également disponibles. Les équipes ont bénéficié d'une meilleure formation avec un exercice organisé le jour même. De plus, le dernier certificat du Board of Trade de Liverpool a même estimé que l'Empress of Ireland pouvait accueillir 1860 passagers alors qu'il y avait 1477 personnes à bord. Cependant, toutes ces mesures ont été inutiles en raison des circonstances de l'accident. Peu après minuit, la plupart des passagers à bord de l'Impress dorment paisiblement. Le capitaine du Storstad, Anderson, est endormi dans sa cabine avec son épouse. Les événements suivants sont encore débattus quant à leur déroulement à cause des témoignages contradictoires. Le capitaine Kendall repère le Storstad et change de cap afin de le croiser à bâbord plutôt qu'à tribord. Le charbonnier, lui, maintient le cap. On ignore si, à ce moment-là, le Storstad avait un visuel sur l'Impress. Peu avant 2 heures du matin, un épais brouillard s'abat sur le fleuve. Les 2 navires se perdent de vue. L'Empress utilise sa sirène pour indiquer sa position, et le charbonnier répond. Mais le brouillard déforme le son, et l'équipage à bord du Storstad perçoit que l'Empress n'est plus là où il le croyait. Ils ont mal interprété la position du transatlantique. Le second officier, alors aux commandes, ordonne un changement de cap afin d'éviter le paquebot qu'il croit devant lui. Le capitaine Kendall, lui, observe les lumières du Storstad, puis elles disparaissent de son champ de vision. Son incapacité à les voir lui cause de l'inquiétude. Il finira par les apercevoir, mais au dernier moment. L'Empress se retrouve alors à l'arrêt. Pour éviter de percuter le charbonnier qui se dirige droit sur eux, il donne l'ordre à l'équipage de redémarrer, et à Toften, à l'aide d'un mégaphone, de reculer. Le charbonnier suit les directives, cependant, à 1h55, il entre en collision avec l'Empress entre les 2 cheminées, laissant un trou béant de 7 à 8 mètres. L'Empress est même projetée sur le côté.
Le Storstad essaie de rester dans la brèche, mais les deux navires se déplacent dans des directions opposées, ce qui permet à l'eau de s'engouffrer dans le trou béant. Tout s'accélère par la suite. Les lumières de l'Empress s'éteignent peu après l'impact. Les passagers se trouvent confinés dans des cabines sombres à bord d'un bateau qu'ils viennent juste de rejoindre, ce qui limite leur possibilité d'évacuation. Les portes étanches apparaissent comme superflues, car elles sont trop longues et difficiles à fermer. De plus, les canaux sont également jugés inutiles étant donné que le bateau penche vers tribord. Ainsi, les canaux situés de ce côté-là se retrouvent déjà sous l'eau ou glissent, tandis que ceux à bâbord sont coincés contre la paroi et ne peuvent pas être mis à l'eau ou, s'ils le sont, basculent, envoyant leurs passagers dans les flots. Toutefois, l'équipage parvient à mettre 5 à 6 canaux à l'eau. Les passagers qui n'étaient pas dans leur cabine sont projetés à l'eau ou contre les cloisons du navire. À 2h09, soit 14 minutes après la collision, l'Empress sombre. Le Storstad, qui a lui subi très peu de dommages, reste à flot et s'arrête rapidement. Le capitaine monte sur le pont pour organiser les opérations de sauvetage. Les canaux sont alors mis à l'eau. Son épouse collecte des couvertures, des vêtements, tout ce qu'elle peut trouver à bord pour aider les rescapés. Le charbonnier parvient à secourir 465 personnes. La majorité des personnes décédées sur le transatlantique ont perdu la vie lors de l'impact ou dans les minutes qui ont suivi. 2 petits bateaux, le Reka et le Lady Evelyn, sont arrivés sur les lieux aussi rapidement que possible et transportent les survivants entre le Storstad et la rive. Le capitaine Kendall parvient à survivre au naufrage en étant projeté à l'eau pour ensuite être récupéré par l'un des canaux. En raison de la brutalité et de la rapidité du naufrage, la majorité des victimes se trouvaient dans leur cabine au moment de leur décès. Il est même possible d'affirmer qu'elles n'ont pas eu pleinement conscience de ce qui se passait. Sur les 1477 personnes à bord, 465 ont survécu, soit 1012 morts. Seuls 4 des 138 enfants à bord s'en sont sortis vivants. La moitié des survivants, soit 248 personnes, étaient des membres d'équipage. Cela s'explique assez facilement. Ils étaient en train de travailler sur le pont alors que les passagers étaient dans leur cabine. Dès le départ, il est assez compliqué d'attribuer la responsabilité de l'incident. 2 enquêtes seront menées quasi simultanément, chacune aboutissant à des conclusions différentes de l'autre. Les Canadiens tiennent le Storstad pour responsable, tandis que les Norvégiens pointent du doigt l'Impress. Mais la Canadian Pacific, propriétaire de l'Impress, parvient à obtenir des dédommagements. Le Storstad est alors vendu pour couvrir les frais de justice. Il est reconnu aujourd'hui que les responsabilités sont partagées. Les 2 navires ont modifié leur trajectoire alors qu'ils ne pouvaient plus se voir. Ce naufrage est rapidement oublié pour plusieurs raisons. Tout d'abord, 1 mois plus tard, l'archiduc François Ferdinand est assassiné, ce qui conduit à un conflit mondial. Ensuite, le naufrage de l'Impress pose des problèmes pour les nouvelles mesures de sécurité, car les portes étanches et les canaux de sauvetage se sont révélés inefficaces dans le contexte de l'accident. Enfin, il convient de noter qu'il y a peu ou pas de passagers de renom à bord.